Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on part loin, très loin de notre studio. On s'envole pour le Brésil. Mais oubliez tout de suite la samba, le carnaval de Rio et les plages de Copacabana. L'histoire que l'on va déterrer aujourd'hui est sombre, humide, et franchement, elle me donne la chair de poule rien que d'y penser. Thomas, tu m'as promis du lourd, du X-Files avant l'heure. On est où exactement ? Salut Sarah. On est le 20 août 1966. On se trouve à Niterói, une ville juste en face de Rio de Janeiro. Imagine une colline un peu isolée, broussailleuse, qu'on appelle le Morro do Vintém. C'est un endroit accidenté, pas vraiment le lieu de promenade idéal. Surtout que ce jour-là, il pleut des cordes. Une pluie tropicale, lourde, incessante. Le décor de film noir parfait. Et j'imagine que c'est là que tout bascule ? Exactement. C'est un jeune garçon du coin, un gamin de 18 ans qui chasse les oiseaux ou qui fait voler un cerf-volant, selon les versions, qui tombe sur une scène absolument surréaliste. Au milieu des hautes herbes trempées, il découvre 2 hommes allongés sur le dos. Mort ? Raides morts. Mais c'est la mise en scène qui est incompréhensible. Ces 2 hommes, qu'on identifiera plus tard comme Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana, ne sont pas habillés pour une randonnée dans la boue. Ils portent des costumes complets, costumes de ville, cravates, chemises repassées. Et par-dessus ces costumes chics, ils ont enfilé des imperméables bon marché. Attends, ils sont en costume-cravate au milieu de la jungle sous la pluie ? C'est déjà bizarre. Mais tu m'as parlé d'un détail encore plus perturbant dans le titre de l'affaire. Oui, le détail qui a fait le tour du monde. À côté de leur corps, la police retrouve une bouteille d'eau vide et un paquet contenant 2 serviettes. Mais sur leur visage, Sarah, ils portaient des masques. Pas des masques de carnaval, ni des cagoules. Ils avaient fabriqué, de manière assez grossière, des masques en plomb. En plomb ? Comme ceux qu'on utilise chez le dentiste pour se protéger des rayons X ? Exactement. Des plaques de plomb découpées à la main en forme de lunettes de soleil, sans trou pour les yeux. Ils étaient là, allongés côte à côte, les mains croisées, avec ces plaques de métal lourd posées sur les yeux, comme s'ils voulaient se protéger la rétine d'une lumière aveuglante ou d'une radiation mortelle. C'est une image terrifiante. 2 hommes en costume, sous la pluie, aveuglés par du plomb, attendant la mort. La police a pensé à quoi ? Un meurtre rituel ? Une exécution ? Au début, c'est la panique totale chez les enquêteurs. Il n'y a aucune trace de violence sur les corps. Pas de balles, pas de coups de couteau, pas de traces de lutte. Le terrain autour d'eux est intact. On dirait qu'ils se sont simplement allongés là et qu'ils ont éteint la lumière. Mais le plus fou, c'est ce qu'on trouve dans la poche de l'un d'eux. Un petit carnet de notes. Ah, la fameuse note. C'est souvent là que l'histoire devient dingue. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Un testament ? Des aveux ? Non, c'était beaucoup plus clinique. C'était un mode d'emploi. Une liste d'instructions très précises, écrite avec des abréviations, comme pour une mission militaire ou scientifique. Je vais te lire le contenu exact. C'est glaçant de pragmatisme. Ça disait 16h30, être à l'endroit convenu. 18h30, avaler capsule. Une fois les faits sentis, protéger métaux, attendre le signal masque. Attends, je t'arrête. Avaler capsule, attendre le signal ? On dirait qu'ils avaient rendez-vous avec quelque chose ou quelqu'un. C'est toute la question. Protéger métaux, masque, signal, tout indique qu'ils s'attendaient à un événement extérieur, quelque chose de puissant. Pour les capsules, l'hypothèse immédiate, c'est le poison ou la drogue. Sauf que, et c'est là que l'enquête piétine, quand les corps sont finalement autopsiés, c'est trop tard. Comment ça, trop tard ? La bureaucratie brésilienne de l'époque, le manque de moyens, les corps ont été laissés à la morgue sans réfrigération adéquate pendant trop longtemps. Les organes internes étaient trop décomposés pour faire une analyse toxicologique fiable. On ne saura jamais avec certitude ce qu'il y avait dans ces capsules. Du cyanure, du LSD, un placebo, le mystère reste entier. C'est frustrant. Donc on a 2 cadavres, des masques anti-radiation et une note qui parle d'un signal. Mais qui étaient ces gars ? Des espions ? Des fous ? Pas du tout. Et c'est là que ça devient fascinant. Manuel et Miguel n'étaient pas des marginaux, c'étaient des techniciens en électronique. Ils avaient leurs propres ateliers, ils réparaient des télés, des radios. Ils étaient respectés dans leur communauté à Campos, une ville située à pas mal de kilomètres de là. C'étaient des hommes de science, d'une certaine manière. Des techniciens ? Donc des gens rationnels ? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec des délires pareils ? C'est là qu'il faut comprendre le contexte culturel du Brésil dans les années 60. Manuel et Miguel étaient passionnés par ce qu'on appelait le spiritisme scientifique. Ils ne cherchaient pas à invoquer des esprits avec des bougies. Ils voulaient communiquer avec l'au-delà, ou avec d'autres mondes, via la technologie. Ils pensaient que les ondes radio, l'électromagnétisme et les fréquences pouvaient ouvrir des portes. Donc pour eux, la frontière entre réparer une télévision et contacter un extraterrestre était assez floue. C'est exactement ça. Ils faisaient partie d'un groupe qui mélangeait théosophie, électronique et ufologie. Quelques jours avant leur mort, ils ont dit à leur famille qu'ils devaient aller à Niterói pour acheter du matériel électronique et une voiture. Ils avaient pas mal d'argent sur eux, environ 3 millions de cruzeiros. L'argent a disparu ? C'est un point de débat, mais il semble qu'une grande partie de l'argent n'a pas été retrouvée, ce qui pourrait faire pencher la balance vers le crime crapuleux. Mais ça ne colle pas avec les masques. Si tu veux voler 2 types, tu ne les forces pas à fabriquer des masques en plomb et à écrire une note sur des capsules. C'est vrai, le voleur aurait juste pris l'argent et serait parti. La mise en scène est trop complexe pour un simple braquage. Et cette histoire de signal,
Il y a eu des témoins? Accroche-toi bien. La nuit de leur mort, le 17 août, plusieurs habitants de la région ont rapporté avoir vu quelque chose d'étrange au-dessus du Morro do Vintem. Un objet lumineux, ovale, de couleur orange, qui stationnait au-dessus de la colline. Non? Un ovni? Le soir même? Oui, et pas n'importe quel témoin. On parle de gens qui ne se connaissaient pas. Ils décrivent une lumière intense qui éclairait la colline. Si on relie ça à la note « attendre le signal », ça donne le vertige. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont contacté ceux qu'ils cherchaient? Ou est-ce que ceux qu'ils ont contactés les a tués? C'est terrifiant. Mais Thomas, essayons de rationaliser un peu. On a parlé de spiritisme scientifique. Est-ce qu'il est possible qu'ils aient été victimes d'une expérience qui a mal tourné? C'est la théorie la plus solide, hors hypothèse extraterrestre. On pense qu'ils étaient peut-être sous l'influence d'un gourou ou d'une tierce personne. Il y a un nom qui revient souvent dans les dossiers, un certain Elcio. Un ami à eux, lui aussi passionné d'expériences bizarres. Il a été interrogé, il a eu des comportements suspects, mais rien de concret n'a pu être prouvé contre lui. Imagine le scénario. On leur promet une rencontre du troisième type. On leur dit « Prenez ces capsules pour élever votre conscience, mettez ces masques car la lumière du vaisseau sera aveuglante. » Et en réalité, les capsules contiennent un poison puissant. Il s'allonge, confiant, attendant la gloire céleste, et il meurt en quelques minutes. Le tueur ramasse l'argent et disparaît. C'est plausible. Les masques en plomb servaient peut-être juste à s'assurer qu'ils ne verraient pas leur agresseur s'enfuir pendant qu'ils agonisaient. C'est d'un cynisme absolu. Mais pourquoi le plomb? Pourquoi pas un simple bandeau? C'est là que la théorie de l'arnaque radioactive entre en jeu. Peut-être qu'on leur a fait croire qu'ils allaient traverser un portail dimensionnel hautement radioactif. Dans leur esprit de technicien, le plomb était la seule protection logique. Ils ont fabriqué ces masques eux-mêmes, dans leur atelier. On a retrouvé les chutes de plomb chez eux. Ils ont préparé leur propre mort, avec un soin méticuleux. C'est tragique. Ils sont partis en costume du dimanche pour le rendez-vous le plus important de leur vie, persuadés qu'ils allaient découvrir un secret universel. Il y a une autre hypothèse, plus psychédélique. Certains pensent qu'ils voulaient expérimenter une sorte de voyage astral provoqué par des drogues hallucinogènes intenses. Le signal n'était pas un ovni physique, mais le pic de l'hallucination. La mort serait alors accidentelle, une overdose. Mais ça n'explique pas vraiment les masques en plomb, sauf si c'était pour bloquer la vision physique et favoriser la vision mentale. Et l'ovni vu par les témoins? Coïncidence? Hystérie collective? Ou peut-être que quelque chose s'est vraiment passé là-haut. Tu sais, dans les années 60, l'Amérique du Sud était un point chaud pour les observations d'OVNI. Il y a des rapports déclassifiés de l'armée brésilienne, comme l'opération Prato quelques années plus tard, qui sont très troublants. Pour les croyants, Manuel et Miguel ne sont pas morts en vain. Leurs corps sont restés là, mais leurs esprits ou leur énergie ont été récupérés. Récupérer? Le terme fait froid dans le dos. Finalement, l'affaire des masques de plomb, c'est un puzzle où aucune pièce ne s'emboîte parfaitement. On a le crime, la science-fiction, le mysticisme et la bêtise humaine qui se mélangent. C'est pour ça que cette affaire reste iconique plus de 50 ans après. Elle résiste à l'analyse. On ne peut pas prouver le meurtre, on ne peut pas prouver le suicide, et on ne peut certainement pas prouver les aliens. Il ne reste que cette image. 2 hommes en costume sous la pluie, avec des yeux de métal, fixant l'éternité. Et cette note cryptique. 16h30, avaler capsule. Merci Thomas pour ce voyage inquiétant. Je ne regarderai plus jamais une feuille de plomb de la même manière. Merci Sarah. Et n'oublie pas, si quelqu'un te donne rendez-vous sur une colline un jour de pluie pour attendre un signal, reste chez toi. Conseil noté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'écrange. D'ici là, gardez les yeux ouverts, mais sans masque en plomb. À bientôt.